Il nous reste 10 minutes pour parler de ce sujet qui est très intéressant. Le Rugby Championship s'est achevé samedi, vous le savez, par une nouvelle consécration pour la Nouvelle-Zélande. 18e victoire en 27 éditions pour les Blacks. Mais globalement, le niveau des 4 superpuissances de l'hémisphère sud ont affiché un niveau plutôt inquiétant. Est-ce que selon vous, l'hémisphère sud, c'est une terre de rugby en déclin, Philippe Spanghero? D'abord, moi je suis assez persuadé depuis un petit moment qu'on est sur la fin justement de cette terminologie, hémisphère nord, hémisphère sud. C'est-à-dire? Pour moi, c'est en train d'exploser depuis l'arrivée des Sud-Africains dans le championnat de l'hémisphère nord. Je crois qu'on va vers un rugby des fuseaux horaires, Ah oui. avec un bloc américain, un gros bloc autour de l'Europe et de l'Afrique du Sud qui va se créer, et on voit que les Néo-Zélandais ont déjà anticipé ça en se tournant assez largement vers le Japon, qui a une économie et qui a un terreau rugby autour duquel travailler, en signant une convention très stratégique d'échange de compétences avec la fédération japonaise. Pour moi, Plus quelque chose d'horizontal, mais de vertical, donc. Ouais, et puis juste une petite parenthèse, mais c'est quand même pas neutre. Il y a des gros enjeux en ce moment sur l'environnement, l'impact RSE de tout ce qui se passe dans le sport, les voyages, etc. Mais en fait, c'est plus logique que les Sud-Africains jouent avec nous, et c'est mieux pour la planète que ce qu'ils faisaient avant, parce que moi, je travaillais beaucoup avec les Sharks, une équipe d'Afrique du Sud, et ce qu'ils faisaient à l'époque dans le championnat de l'hémisphère sud était une folie climatique, oui, en termes de déplacement. Et donc, je pense que l'hémisphère sud, pour répondre à ta question, est en train d'exploser, que le fait que les Sud-Africains se rapprochent de nous va chambouler un peu les équilibres, et qu'il y a une période, en effet, à venir un peu délicate pour les autres équipes, là, notamment l'Australie et les Néo-Zélandais, qui vont perdre un peu dans ces oppositions, et notamment dans les styles de jeu. ouais. Parce que on verra arriver aux Coupes du Monde, et on l'a vu déjà aux tournées d'automne quand ils viennent se confronter au rugby du Nord, mais c'est face aux Sud-Africains qu'ils avaient ce type d'affrontement, et là je pense qu'il y a une petite faille C'est de intéressant. niveau. Très intéressant. Mathieu Blin. Pour être très précis, Céline, c'est le Super Rugby qui vient de se terminer la semaine dernière entre les Crusaders et les Chiefs. Finale 100% néo-zélandaise. Il y avait 19 All Blacks dans le squad des deux équipes. Ces 19 All Blacks, c'est-à-dire la moitié des 36 All Blacks qui sont sélectionnés pour l'instant pour la Coupe du Monde. Et moi, je pense surtout que ceux qui avaient enterré un petit peu trop vite la Nouvelle-Zélande, ou qui s'étaient dit que les All Blacks s'étaient un peu délités ces derniers mois puisqu'ils avaient perdu contre l'Irlande, ils ont perdu contre l'équipe de France. Là, pour le coup, ils seront certainement au rendez-vous. Le Rugby Championship va commencer dès la semaine prochaine sur les antennes de Canal+. On sera plusieurs à commenter ces matchs formidables. Et pour compléter ce que dit Philippe, l'Angleterre, qui est en train de vivre des choses terribles financièrement avec la disparition de certains clubs, et la France sont les deux plus grosses puissances financières rugbystiques au monde. Les championnats domestiques en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Afrique du Sud sont catastrophiques. C'est pour ça que l'Afrique du Sud a rejoint les Coupes d'Europe depuis cette année, et qu'il y a autour de tout ça un projet de la Coupe du Monde des clubs qui remplacerait les tournées et d'été et d'automne. Donc là, RSE pas bon, puisqu'il y aura encore plus de déplacements intermondial, on va dire. Mais effectivement, il y a des sphères et des socles financiers qui sont en train de s'affirmer. C'est l'hémisphère nord qui est largement en tête. Les All Blacks sont un peu à l'agonie financière si il n'y avait pas, par exemple, l'entreprise Moed Altrad qui s'était mis en place avec plusieurs millions. Donc on va avoir une redistribution un peu des enjeux. Et moi, je pense surtout, et je suis un immense militant, pour développer le Chili qui va faire la Coupe du Monde, ou l'Uruguay, développer le Portugal qui va faire la Coupe du Monde, ou la Géorgie ou la Roumanie, pour développer le Japon aussi. Alors le Japon qui est en train, avec là pour le coup une économie très forte, mais surtout que World Rugby et l'ensemble du rugby, si on est en perf global, la LNR et la FFR l'a fait pour la France, en perf global, il faut absolument qu'on développe ces équipes du deuxième tiers ou du troisième tiers, et surtout le continent africain. Il y a eu la Coupe d'Afrique l'année dernière. Il n'y a que la Namibie qui va refaire la Coupe du Monde, et évidemment l'Afrique du Sud. Il y a un réservoir de joueuses et de joueurs sur le continent africain absolument gigantesque. Si le rugby veut s'élargir, puisque on est à des années-lumière par rapport au nombre de licenciés par rapport au foot, par exemple, et ben il y a encore beaucoup de boulot. Et juste pour un petit chiffre, en 2050, 50% de la population mondiale de moins de 18 ans sera sur le continent africain. Donc il y a quand même un enjeu
Colossal, effectivement. Philippe Groussard, sur cet hémisphère sud. L'affaiblissement de l'hémisphère sud, je ne suis pas complètement convaincu. Si c'est le cas, je pense que c'est plus épisodique qu'autre chose. Ah d'accord, ça veut dire qu'à la Coupe du Monde... On n'est pas à l'abri d'avoir un champion du monde qui vient de l'hémisphère sud. Je n'espère pas, parce que j'espère que ce sera la France. Mais l'Afrique du Sud est détentrice du titre. Oui. Déjà. Et puis, il y a plusieurs facteurs. Si on part du principe que ça s'est un peu affaibli, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. D'abord, il y a la Covid. La Nouvelle-Zélande a été complètement isolée pendant plusieurs années. Ils ont arrêté les confrontations avec d'autres pays, donc ils ont pris un petit peu de retard. Il y a la formation. Quand on regarde les moins de 20, les Baby Blacks ont dominé pendant des années et des années la Coupe du Monde des moins de 20. Ce n'est plus le cas du tout. Donc là, il y a une inquiétude. Il y a la concurrence, notamment pour l'Australie avec le rugby à 13, le footy. Les jeunes ne vont pas forcément directement vers le rugby à 15. Il y a aussi le fait que de plus en plus, on met en avant le travail des îles Pacifiques, Fidji, Samoa, Tonga, où il y a des joueurs qui vont de plus en plus, qui normalement vont jouer avec la Nouvelle-Zélande, Australie, qui vont peut-être revenir vers leur pays d'origine. Tous ces facteurs-là font que effectivement, on peut penser à un affaiblissement. Mais j'attends d'avoir confirmation tout de même. Je reste prudent, vous voyez. Ouais, vous attendez de voir, effectivement. Dans 74 jours, si ça se trouve, ils vont nous faire mentir et ils reviendront très très en forme. Jérôme Papin. Je pense que il y a les deux choses. C'est sportivement, Philippe, moi je le rejoins sur le fait que je ne vois pas s'effondrer ces empires-là. En revanche, effectivement, ce que dit Philippe, là, on est plus sur une construction, en fait, presque géosportive, pour pas dire géopolitique, de l'évolution du rugby de demain. Et de toute manière, ce n'est pas finalement le sport en lui-même ou les fédérations qui vont le décider, c'est l'état climatique qui l'obligera. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre, il faudra bien les prendre, ces décisions. Il faudra bien qu'il y ait un sens et qu'il y ait une identité. La Coupe du Monde des clubs, tous les 2 ans, sur le papier, on peut se dire qu'effectivement, elle a sens, elle peut avoir valeur. Maintenant, si c'est pas en plus des tournées, mais bien à la place. Bien évidemment, je suis parti du principe que c'est pas en plus. Non, mais attention, méfie-toi, Jérôme. Quand même. Mais écologiquement, vous êtes en train de rajouter quelque chose qui honnêtement n'a aucun sens, n'a pas de sens. Vous fassiez une Coupe du Monde tous les 4 ans, ok, vous pouvez la prévoir, vous pouvez l'anticiper, vous pouvez essayer de contrôler ce que vous allez devoir dépenser. Je parle en termes écologiques et donc financiers également. Par contre, c'est vrai que le continent africain, et là où moi j'ai la grosse tristesse, c'est de me dire qu'on n'a pas été capable, je dis on, c'est tous les amoureux du rugby, de pousser pour dire qu'à un moment donné, c'est pas normal qu'il y ait simplement que 2 représentants de ce continent-là. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a jamais véritablement voulu pousser après, au développement. En Seven, ça démarre un peu. Oui, voilà, mais on est très content parce qu'on se rassure derrière ça. On dit, oui, mais alors rugby à 7, ils sont très forts. Oui, d'accord, ok. Mais le rugby qui développe économiquement actuellement, c'est le rugby à 15. Ouais. Et je pense que ça vient aussi de là. Si à un moment donné, tu disais, c'était en 2050, c'est ça, 50% de la population de moins de 18 ans ou plus de 18 ans viendra d'Afrique. Mais vous vous rendez compte du réservoir. Mais pendant ce temps-là, il nous faut des années pour construire le rugby, pour s'inscrire là-dedans. Sinon, comme le disait Mathieu, on va rester loin, très loin des autres sports. Le vrai problème, pour finir, pardon, mais c'est que tu vois, je parlais de ça justement sur les chiffres avec des représentants de la NBA qui se sont largement implantés là-bas. On est encore sur un modèle économique global assez fragile, quelque part ce que génère World Rugby à l'échelle du monde pour abreuver ce tiers 2, ce tiers 3 et aider ces clubs, ces pays à se développer. C'est trop faible. Et donc, on est dans une situation d'urgence permanente. Et on cherche des situations court terme pour amener du cash, une Coupe du Monde, des tournées d'automne. On rajoute un match en tournée d'automne. Et donc, aujourd'hui, le rugby n'a pas une force de frappe financière assez forte pour dire on est sur un plan de développement à 10 ans avec des dizaines de millions d'investissements qui permettraient, notamment en Afrique, de structurer des projets, des pays qui ont des terreaux assez fertiles et une culture rugby, notamment en Côte d'Ivoire, au Kenya. L'Algérie qui est passée pas loin, qui est... On pourra en parler toute la nuit de rugby, les